Bonjour à toutes et à toutes. Merci à Laurent Manoni pour l'invitation, à Monsieur Costa-Gavras, à la Cinémathèque française, à la phare et au Conservatoire des techniques d'organiser cet après-midi d'études. Donc, je suis doctorante à l'université Rennes 2 sous la direction de Prisca Morisset et je travaille sur l'organisation et la traçabilité des tournages en France avant la généralisation du parlant. Donc, l'enjeu de mes recherches, c'est d'investir l'histoire matérielle et l'organisation du plateau. Et ceci implique de s'intéresser au travail d'équipe, d'analyser les rôles des métiers comme la script girl et le régisseur, ainsi que l'assistant metteur en scène. Et de prendre pour objet, au prisme des outils et traces de la médiation, l'émergence des tâches, de compétences et d'analyser leur répartition entre divers postes. La communication que je vous propose aujourd'hui est donc une première approche de l'histoire du métier de premier assistant en France. Cet exposé s'inscrit, vous l'aurez compris, dans une recherche qui est en cours et ne prétend aucune exhaustivité. Je m'appuie sur un mélange de sources diverses, comme la presse spécialisée et les fonds d'archives, comme le fonds Gans et le fonds L'Herbier. Et je souhaite donc ici vous proposer des pistes pour comprendre certains enjeux du métier d'assistant réalisateur entre la fin des années 10, la période à laquelle commencent les sources que j'ai consultées, et jusqu'à la rédaction des conventions collectives, à la fin des années 30. Puisqu'en 1936, la première convention collective du cinéma est rédigée. Elle laisse une trace efficace d'une première définition, disons, officielle des métiers, en assurant leur existence. Dans les conventions collectives de 1930, donc à la fin des années 30, l'équipe minimum de la production sera composée notamment d'un assistant metteur en scène, qui est deuxième d'ailleurs dans la liste, ce qui montre son importance après le metteur en scène et juste avant la script girl. Dans les documents du Syndicat général des travailleurs de l'industrie du film en 1939, il y a des définitions d'emploi et on peut lire pour l'assistant metteur en scène. L'emploi de l'assistant metteur en scène est nettement défini par sa dénomination. Il consiste à seconder le metteur en scène, tant pour la prise de vue que pour l'exécution générale du film. Et c'est tout, ça s'arrête là. Seconder, c'est-à-dire, selon le dictionnaire de 1935 de l'Académie française, aider, favoriser, servir quelqu'un dans un travail, dans une affaire, etc. D'ailleurs, dans la presse de l'époque, souvent quand on parle du métier d'assistant, revient beaucoup le terme d'aide pour le metteur en scène. Tout au long de ces presque 3 décennies, on trouve divers termes pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui communément l'assistant réalisateur. Et si dans la presse consultée, ce sont en général assistants metteurs en scène et premier assistant qui sont globalement utilisés, on note l'usage d'autres expressions. Par exemple, dans les annuaires professionnels. Ici pour Maurice Champreux, qui est assistant, mais aussi plus généralement collaborateur de Louis Feuillade. Alexandre Volkov est lui adjoint à Abel Gans pour la mise en scène. Henri Chaumette est lui metteur en scène adjoint pour la réalisation. Et Jean Cassagne, à la fin des années 20, directeur adjoint de Léonce Perret et de Louis Mercanton. Dans les années 20, le métier, donc disons, d'assistant metteur en scène existe, mais il ne semble pas y avoir un seul terme pour le désigner. N'oublions pas donc que toutes ces compétences reliées à un métier n'étaient peut-être pas regroupées sous une seule et même dénomination que nous connaissons aujourd'hui. Morgane Chollet, dans le cadre de son mémoire de master soutenu en 2017 à l'université Rennes 2, a réalisé un travail historique du métier, mais à partir des années 70. Elle écrit, je la cite, « Le métier d'assistant réalisateur est un métier parcouru de différentes tensions. Il fait partie de ces techniciens agissant dans l'ombre, mais qui restent indispensables au bon déroulé et à la bonne tenue du tournage. L'assistant se trouve tiraillé entre d'un côté le pôle réalisation, incarné par le réalisateur, et de l'autre le pôle de la production qui, lui, est représenté par le directeur de production. Si le métier d'assistant réalisateur affiche une proximité avec ces deux fonctions, il se situe aussi et surtout à l'ombre de ces deux postes décisionnaires de par la nature consultative de ses opinions et propositions. En ce sens, on comprend que ces deux pôles peuvent à juste titre être considérés comme les étapes supérieures de la carrière d'un assistant et les reconversions sont là pour en témoigner. » Fin de la citation. Elle y questionne donc la place de l'assistant comme un métier autonome, mais aussi comme un métier tremplin, proche de la réalisation ou de la production. Qu'en est-il de la période dont nous allons parler aujourd'hui ? Comment et pourquoi cette fonction émerge dans le cinéma ? Pour bien comprendre cela, il faut saisir les tâches concrètes de l'assistant réalisateur. Je vous propose dans un premier temps d'explorer ces questions en abordant le couple que forme l'assistant avec le réalisateur. Dans un second temps, les missions et tâches concrètes demandées à l'assistant réalisateur. Et enfin, on reviendra sur cette problématique si spécifique d'un métier potentiellement marchepied. Donc dans un premier temps, nous allons parler d'une affaire d'équipe ou plutôt d'une affaire de couple. Je souhaite ici partir du point d'arrivée, à savoir
le simple fait qu'il y ait metteur en scène ou réalisateur dans le nom du poste, et la définition dont nous avons vu, que nous avons vu depuis les conventions collectives de 1939. Puisque cette définition est assez large et ne nous éclaire pas vraiment sur les tâches concrètes effectuées par l'assistant, si ce n'est qu'il est présent pendant la prise de vue, et potentiellement avant, pendant la préparation, et jusqu'à la post-production, comme il est question d'exécution générale du film. Mais si cela peut paraître évident de prime abord avec l'intégration même du terme metteur en scène dans le nom du métier, ces compétences sont donc, on en a la preuve, en tout cas la certitude à la fin des années 30 quand sont écrites les premières conventions, qu'il est au service du réalisateur, avant tout. Cette proximité avec le metteur en scène est évidemment centrale et on en trouve trace dans la presse spécialisée. Dans Ciné Magazine, par exemple, qui est une revue courante à l'époque, lorsque sont annoncées les productions des films à venir, les noms des collaborateurs sont annoncés, comme les opérateurs ou les régisseurs, les artistes, mais aussi le nom de l'assistant qui suit généralement tout de suite le nom du metteur en scène. On parle beaucoup d'état-major du metteur en scène, ou de compagnie au sens même militaire du terme, signe du place proche du metteur en scène et aussi dans la hiérarchie du plateau. Il est souvent rapporté que le metteur en scène et son assistant ont fini le découpage du film, par exemple, ou cherchent des extérieurs, ou commencent le tournage. Qualifié par Henri Meusnick en 1927 dans Ciné Miroir de satellite du metteur en scène et prêt à donner le premier tour de manivelle. L'assistant réalisateur semble omniprésent. La presse regorge d'informations, de descriptions de tournage qui construisent l'image d'un duo inséparable. Quoi qu'il en soit, on note que cette étroite collaboration entraîne l'usage récurrent d'un adjectif possessif, puisqu'on parle souvent de son assistant metteur en scène plutôt que d'un assistant. Et de cette question sur la possession, on pourrait interroger jusqu'où va la confiance et jusqu'où un assistant réalisateur peut-il suppléer le metteur en scène, voire même le remplacer. En effet, on constate ici et là que parfois, le metteur en scène peut déléguer ses responsabilités sur le tournage. Ainsi, en 1925, on peut lire, je cite, qu'un tournage s'est terminé par différentes scènes réalisées alternativement par Louis Morat et son assistant Maurice Mariot. Fin de la citation. Dans les annuaires professionnels de l'époque, cette proximité se retrouve dans la pagination, puisqu'on peut le voir ici, les metteurs en scène et les assistants, leurs contacts sont listés en même temps sans aucune distinction. Et ils sont dans la partie donc production de l'annuaire. Cette classification est légèrement différente dans le Tout Cinéma, qui est un autre annuaire professionnel de l'époque, tout en étant affilié au même secteur, puisque à cette liste s'ajoute aussi celle des directeurs de production, toujours sans distinction. Dès 1927, il y aura la lettre A pour préciser qui est assistant. En tout cas, ici, on perçoit encore mieux peut-être le rattachement à la sphère production et on doit se demander dans quelle mesure la proximité avec le metteur en scène est doublée d'une proximité avec celle de la production. Notons en effet qu'au début des années 20, dans d'autres annuaires professionnels, si les contacts des assistants sont, nous l'avons vu, sans distinction avec ceux des metteurs en scène, ils le sont aussi parfois avec les régisseurs. D'ailleurs, dans les documents du Syndicat général des travailleurs de l'industrie du film de 1939, dont nous en avons déjà parlé, la définition des régisseurs généraux est la suivante, même définition et même disposition que les assistants metteurs en scène. En 1942, dans les archives de Germaine Dulac, le syndicat des techniciens de la production cinématographique lui propose une liste des candidats possibles par catégorie, et il précise « resterait à classer les assistants metteurs en scène qui peuvent être soit avec les metteurs en scène, soit avec les régisseurs. » Donc c'est pas très clair. On perçoit bien ici l'enjeu de ce poste qui peut se trouver à la charnière entre réalisation et production. On peut se demander alors qui choisit l'assistant. Est-ce le metteur en scène ou la production ? Cette situation était aussi celle de la script girl à l'époque, puisque Gans, par exemple, appelait certaines script girls l'œil de Moscou, parce qu'elles étaient parfois plus proches du producteur. En 1927, Henri Meusnick dépeint une relation toxique entre les deux hommes, donc l'assistant et le réalisateur. L'assistant serait un pauvre papier buvard qui éponge toutes les tâches, et dont toutes les bonnes idées seraient attribuées au réalisateur dont il subit les coups de nerfs sans répondre. Mais d'après l'auteur, sans l'assistant, le metteur en scène serait toutefois perdu, ne serait-ce que 5 minutes. Au cœur d'un état-major du metteur en scène, qui s'invente alors à cette période, il nous faut comprendre, dans cette deuxième partie de ma présentation, les multiples tâches dédiées alors à l'assistant réalisateur. Et si certaines tâches peuvent être récurrentes, nous allons voir que d'autres semblent moins habituelles, ce qui peut-être témoigne à la fois de la spécificité de chaque tournage, mais aussi peut-être d'une lente mise en place d'un métier à cette période.
Le travail de l'assistant commence pendant la phase de préparation et se poursuit aussi après, puisque dans certains magazines, on peut lire que l'assistant est présent pendant le montage. Avant le tournage, l'assistant s'occupe notamment des repérages, du recrutement de la figuration, des autorisations de tournage, des transports, etc. En voici quelques exemples. Notamment en 1918, sur le tournage d'Ecce Homo, Abel Gans charge le poète Blaise Cendrars des repérages. Gans décide finalement de tourner J'accuse, et Cendrars l'aide à recruter des figurants. On peut le voir ici dans La Roue. Hop, je l'ai entouré, il est tout en bas, Blaise Cendrars, on voit Abel Gans à gauche de la caméra. Cendrars se voit attribuer pour ce tournage officiellement le statut d'assistant, mais il est clair que sans être nommé ainsi sur les tournages précédents, il effectuait des tâches d'assistant réalisateur. Dans le fonds L'Herbier conservé à la BNF, on trouve parmi les archives les plus riches pour comprendre le métier d'assistant, au début des années 20. En effet, il y a une correspondance pendant le tournage de l'Eldorado en 1921 entre Marcel L'Herbier et Raymond Payel, qui est aussi connu sous le pseudonyme Philippe Heria, qui était écrivain et aussi acteur. Il est d'ailleurs à la fois acteur et assistant sur le tournage de l'Eldorado. Dans ses lettres, Payel aborde plusieurs sujets concernant la préparation du tournage, comme les autorisations, les prix des billets de train et l'accès aux décors dans les studios. Il doit aussi contacter les marchands de papier et de teinture. Il informe L'Herbier de l'avancement de la construction des décors, écrivant par exemple au cinéaste « J'ai prié Garnier d'activer le travail ». Garnier, c'est le décorateur. Il est donc en contact direct avec lui, et on voit qu'il occupe une fonction hiérarchique qui le rapproche autant de la mise en scène que de la production. Il dit aussi à L'Herbier qu'il a réussi à avoir de ses nouvelles grâce à Léon Gaumont et Louis Deluc. S'il est difficile de déduire que l'assistant avait du mal alors à contacter son metteur en scène, on peut d'ailleurs se demander si Payel tente ici de faire passer un message à L'Herbier. Cela nous permet d'imaginer qu'il possède en tout cas un important carnet d'adresses, qu'il a des contacts dans différents secteurs de l'industrie et qu'il peut être aussi intéressant pour un metteur en scène de travailler de près avec quelqu'un qui peut avoir un certain réseau. Il est une personne de confiance du metteur en scène sur qui repose la gestion de la bonne avancée des tâches. L'Herbier lui délègue d'ailleurs clairement certaines de ses responsabilités au point que certains pourraient croire qu'il existe une porosité telle que Payel pourrait remplacer L'Herbier. Payel rapporte à L'Herbier, je cite, « Monsieur Charles, avec sa froideur habituelle et des remarques dont je n'ai point saisi l'attention, voyant que j'avais des plans. En somme, c'est vous qui faites toute la mise en scène de Monsieur L'Herbier ?» L'anecdote révèle l'importance des tâches effectuées par l'assistant, mais aussi de la prise de conscience ou de la vision que se font les autres collaborateurs, de la répartition des rôles entre mise en scène et assistanat. On peut d'ailleurs se demander dans quel but Payel rapporte cela au metteur en scène. Toujours est-il qu'il attend le dernier mot de L'Herbier, puisque c'est lui qui doit donner les indications définitives. En 1930, l'assistante Eliane Taillard a des responsabilités liées à la recherche des extérieurs et des accessoires, ainsi que la figuration, et doit rédiger ce qu'elle appelle des plans avec tous ces éléments regroupés. Et dans la presse, tout au long des années 20 et 30, il est souvent rapporté que l'assistant participe à la recherche des extérieurs, en compagnie du réalisateur, mais aussi probablement seul. La responsabilité de la figuration est aussi mentionnée de manière très récurrente par les journalistes qui visitent les studios. L'assistant peut être présent pendant le casting et procéder à un premier tri des candidats. Cette responsabilité se poursuit d'ailleurs pendant le tournage. En 1925, dans Ciné Magazine, à l'occasion d'un tournage à Joinville, on peut lire « Jugé sur impraticable, Marcel Silver donne des ordres à une armée de figurants tandis que David Évremont, son assistant, vient, assure la lésion du metteur en scène avec ses nombreux interprètes. » La presse de l'époque pointe donc aussi du doigt des erreurs de continuité. Henriette Jeanne, en 1927, ajoute toutefois qu'elles sont de moins en moins fréquentes, car l'on soigne davantage les productions et de plus en plus, un assistant veille aux accessoires pour éviter ces erreurs et ces faux raccords. Et dans son article, Henri Meusnick, que j'ai déjà cité ici, précise que l'on voit galoper de groupe en groupe, rectifiant la coiffure de celle-ci, signalant à celui-là une erreur de maquillage, luttant contre ces troisièmes qui veulent à toute force s'insinuer sournoisement en premier plan, pendant qu'il est à l'autre bout du champ. Fin de citation. Jacqueline Lenoir, en 1934, dans Cinémonde, nous apprend, je cite, « que l'assistant prépare le terrain du metteur en scène. En criant des chiffres, être assistant, c'est arriver plus tôt que le metteur en scène avec l'ordre de travail tout préparé. C'est voir avant lui, sur le studio, si tout est bien en ordre, c'est faire répéter les acteurs, régler la figuration, veiller à tout sur le plateau. » Fin de la citation. À propos de ces chiffres criés par l'assistant, on sait aussi que sur le tournage, l'assistant peut être l'un des responsables de l'enregistrement de la numérotation des prises.
Il existe d'ailleurs plusieurs techniques à cette époque, dont voici quelques exemples pour vous donner une idée. Dans les années 20, ici sur un tournage de Pierre Caron avec une sorte d'ardoise, mais sans écrire, en fait, on peut tourner des feuilles avec les numéros, ou en bas une ardoise plus classique en 1926, et également une sorte d'éventail avec des chiffres ici en 1923 et 1928. En effet, Henri Meusnick écrit en 1927, je cite, « Avant chaque épisode à tourner, il, donc l'assistant, se place devant l'appareil et à l'aide d'un code mystérieux effectue une série de signaux chiffrés qui sont soigneusement enregistrés par l'opérateur. C'est d'ailleurs une tâche qui sera qui pourra en tout cas au moins être attribuée à l'assistant au moment du parlant, puisqu'en 1931, on peut lire qu'il est responsable du clap. Alors quel est le point commun entre toutes ces tâches ? Il semblerait que le premier assistant, pour libérer le réalisateur d'une partie de son travail, fasse preuve d'une grande polyvalence, à savoir qu'il exerce des responsabilités durant différentes étapes, en différents lieux avec différentes équipes, grâce à des compétences propres au suivi d'une production d'un film, et cela dès sa préparation, pour organiser au mieux le tournage en maîtrisant les hordes de figurants, en connaissant les lieux étrangers au studio que sont les extérieurs, et ainsi mobiliser une connaissance des paysages et lieux hors du studio, puisqu'ils semblent jouer un rôle important dans les repérages. Aussi peut-être en vertu de sa connaissance intime du scénario et du découpage. Il est aussi rédacteur des documents synthétisés et il communique avec les autres collaborateurs, peu importe leur statut. C'est d'une connaissance générale de la production et précise sur certains points dont le premier assistant fait preuve dès au moins les années 20. En bref, un assistant, et on peut citer Magazine en 1934, doit être à même de rendre de multiples et très divers services. Il est aussi la voix du metteur en scène ou de la production, qui répond aux questions des journalistes quand ces derniers vont visiter les studios pendant les tournages, leur donnant des informations sur la distribution des films ou l'avancement de la production, par exemple. Si les tâches plus spécifiques de l'assistant metteur en scène émergent alors à cette période, les choses ne sont pas totalement claires, on l'a vu un peu tout à l'heure, et peuvent être différentes d'un projet à l'autre à une époque où s'invente alors la répartition des tâches entre différents métiers. Des connexions sont connues entre le métier d'assistant et celui de script girl. Pour le tournage de La Chienne en 1931, d'après les souvenirs de Denis Stual, Jean Renoir compte parmi son équipe, je la cite, « deux jeunes femmes qui le suivent pas à pas, Marguerite et Suzanne, et qui apportaient un peu de fantaisie au montage. Elles montaient les films, mais elles étaient aussi assistantes, script, copines. » Fin de la citation. Il parle en fait de Marguerite Houlet-Renoir et de Suzanne de Troyes, qui sont monteuses, entre autres. Citons encore le cas de la monteuse et script Marguerite Boger sur les tournages des films d'Abel Gance, qui en fait presque son assistante personnelle. Boger fait partie d'un ensemble de collaborateurs dont le rôle et le statut semblent redéfinis pour chaque film, et pour qui la polyvalence doit être une spécialité. Il y a aussi la script girl Jeanne Vita Montrobert, qui, interrogée dans la revue L'Image en 1933, se décrit comme la secrétaire du plateau, l'assistante de l'assistant et du metteur en scène. Vita Montrobert se définit à travers plusieurs métiers, car le rôle de script girl est lui aussi à ses débuts et s'invente alors. Elle ne peut, pour définir son rôle, se détacher des métiers dont la script girl a hérité. En 1940, on apprend dans un article de Marcel Blinstein, publié dans Pour vous, que les script girls Jacqueline Audry et Françoise Gourdy, qui est en réalité Françoise Giroux, exercent également le métier d'assistante. En 1924, on peut lire dans Ciné Magazine que la journaliste répondant au courrier des lecteurs et des lectrices écrit ceci. Le metteur en scène dirige les artistes, s'occupe des lumières, surveille la photographie et les décors, en un mot, fait le film. Le régisseur s'assure que les ordres du metteur en scène sont exécutés. Vous voyez qu'il y a bien peu de rapport entre ces deux situations. Je ne pense pas que vous désirez être régisseur, mais assistant, ce qui n'est pas la même chose. Elle fait donc une distinction claire entre les deux métiers. On peut lire en 1927 « Il n'est pas aisé de devenir assistant. Vous feriez mieux de vous orienter pour débuter vers une situation plus modeste, régisseur par exemple. » L'organisation et la hiérarchie des rôles semblent donc se croiser et varier d'un film à l'autre. Dans la presse des années 20, à propos de l'usage de l'ardoise, dont nous avons vu des exemples à l'instant, on lit que le responsable peut être à la fois l'assistant metteur en scène, qui peut déléguer cette tâche au troisième régisseur, ou à l'assistant d'opérateur. Nous avons aussi évoqué les erreurs de continuité qui pouvaient être gérées par l'assistant et qui seront, on le sait, plus tard assurées par la script ou script girl. Dans les années 20 en France, il y a une ère de compétence et de responsabilité qui se met en place sur les plateaux autour de la conservation organisée d'informations, dont font état les nombreuses archives de tournage de l'Espace Chercheur.
de la Cinémathèque. Donc on parle là de raccords, de numérotation des prises, de la consommation de la pellicule, etc. grâce à une prise en note pendant la prise de vue qui est à la fois au service de la mise en scène et de la production. Plusieurs personnes peuvent en être responsables. Et donc toutes ces tâches, a priori, seront plus tard attribuées au métier de script. Une des différences entre le reste de cet état-major, donc régisseur, assistant, script, entourant le metteur en scène et l'assistant metteur en scène, c'est qu'il est clairement indiqué comme assistant du metteur en scène et qui peut être aussi entendu comme apprenti metteur en scène. Voyons dans cette troisième partie de ma présentation cette idée du métier comme antichambre du métier de réalisateur. Le poste d'assistant metteur en scène est un métier formateur pour accéder peut-être un jour à un poste avec plus de responsabilités, mais aussi plus largement pour pénétrer dans l'univers du studio, s'y construire un réseau et espérer faire carrière dans l'industrie du cinéma. On a déjà évoqué ici Blaise Cendrars, qui, même s'il a une carrière très courte dans le cinéma, puisqu'il a a priori travaillé que sur 3 films, il est d'abord figurant, ensuite assistant, puis réalisateur. D'après les travaux de Morgane Chollet, qui a écrit un mémoire sur l'histoire de l'assistant, mais à partir des années 70, principalement, on sait qu'en 1928, dans les annuaires professionnels, à peu près 15% des assistants sont devenus par la suite réalisateurs. Et ce nombre reste stable jusqu'en 1939. Effectivement, de nombreux autres metteurs en scène sont d'abord passés par l'assistanat. On peut voir ici Louise Buñuel, qui est assistant sur le tournage de La Sirène des Tropiques d'Henri Étiévant en 1927. Ce fut aussi le cas de Murnau, de René Clair, Marcel Carné, Henri Cros, Anatole Litvak, Jean Mitry, Victor Tourjansky, Alexandre Volkov, Henri Chaumette, Jean Cassagne, Maurice Champreux, et il y en a certainement beaucoup d'autres. Des comédiens comme David Evremont, des architectes décorateurs comme Armand Bonamy ou Alberto Cavalcanti ont eux aussi été assistants metteurs en scène. Il est d'ailleurs régulièrement conseillé dans le courrier des lecteurs, des revues spécialisées, de devenir assistant pour se former à la mise en scène. Voici 2 exemples des années 20 que je trouve assez parlants. Le grand défaut, le plus terrible de tous, est de croire qu'on peut s'improviser metteur en scène ou artiste, du fait qu'on dispose d'un scénario ou de capitaux. À de très rares exceptions près, voyez quelle fut la carrière de ceux qui, aujourd'hui, obtiennent du succès. Ce n'est généralement qu'une suite de longs et patients efforts. Le metteur en scène du film dont vous me parlez eût été pendant quelque temps assistant d'un bon directeur, qui n'aurait certainement pas commis toutes les erreurs de réalisation et d'interprétation qui fourmillent dans son film. L'amateurisme est la fin de tout. Et une autre citation, « Un bon assistant doit posséder toutes les qualités et toutes les connaissances d'un metteur en scène. N'est-il pas appelé d'ailleurs à le devenir ?» Morgane Chollet, dans son mémoire, nous apprend que la première formation spécifiquement dédiée aux assistants serait privée et daterait en fait de la création même du Conservatoire libre du cinéma français en 1963. D'ailleurs, en 1923, dans Lecture pour tous, un magazine, René Jeanne écrit un article intitulé « Faut-il créer un conservatoire du cinéma ?» Et dans l'article, on voit que c'est une question qui fait énormément débat. Dans son ouvrage « Les manufactures de nos rêves » sur l'histoire des studios, Morgane Lefebvre écrit qu'au début des années 30, avec l'arrivée du parlant, je la cite, « Quand on possède les éléments pour retracer les premiers pas dans le milieu du cinéma des techniciens et de quelques rares ouvriers, on est frappé par le caractère parfois sinueux de leur parcours, l'importance du hasard et des rencontres, et le fait que bien peu d'entre eux soient formés et se destinent à une tâche précise. » Fin de la citation. Elle dit également qu'à cette époque, les studios se trouvent implicitement dans l'obligation de jouer le rôle d'école du cinéma, et que l'embauche se fait à la porte des studios, de la manière la plus inégalitaire qui soit. Il faut attendre 1935 pour que les syndicats commencent à s'emparer du problème. L'assistanat est alors une rare voie d'accès pour se former au métier de metteur en scène. Encore faut-il pouvoir atteindre ce poste, qui finalement se trouve, on l'a vu, assez haut placé dans la hiérarchie du plateau et dans l'état-major du metteur en scène. On peut lire dans Ciné Magazine en 1927, je cite, « La situation d'assistant est très intéressante, mais il faut parvenir à être assistant. Si vous avez des facilités pour vous engager, n'hésitez pas. » Rappelons toutefois, on l'a vu avec le taux de 15% d'assistants qui devient réalisateur, un grand nombre, donc la majorité des assistants, ne sont pas devenus metteurs en scène
Et on sait aussi que on imagine que des metteurs en scène n'ont certainement jamais été assistants réalisateurs. Au-delà et aux côtés de cette histoire du métier d'assistant réalisateur comme antichambre de celui de metteur en scène, on assiste au fil de cette période, et tout particulièrement dans les années 30, à la cristallisation d'une figure à part entière, avec sa propre image, ses caricatures et ses discours. L'histoire des représentations permet d'affirmer qu'en cette période, en France, se joue l'affirmation du métier de premier assistant. Pour conclure, une image et un statut à part entière se cristallisent à la fin des années 20, et surtout dans les années 30 avec une reconnaissance en demi-teinte. Les notes et le portrait de l'assistante Éliane Taillard, que j'ai déjà évoqué aujourd'hui, et qui fait aussi actrice, donc c'est le document de droite, on voit sa photo tout en bas à gauche, sont publiées, donc ces notes de tournage sont publiées en 1930 dans la revue Pour vous, et témoignent de ce phénomène. Cet article, ainsi que celui de Meusnick en 1927, que j'ai plusieurs fois cité dans de la revue Ciné Miroir, c'est la photo de gauche avec le dessin, illustre ce processus de construction identitaire. La caricature témoigne de la démocratisation d'une représentation et de l'identification d'une image dans l'imaginaire collectif des lecteurs et lectrices. On perçoit d'ailleurs que l'enjeu va au-delà, puisque si la figure est reconnue, elle ne l'est peut-être pas encore assez. Les journalistes se font d'ailleurs avocats des assistants et des assistantes. Je cite l'article sur Éliane Taillard, dont vous voyez la photo à droite. D'un coup de filet magique, tout déployé au pied du metteur en scène. On n'en parle pas assez, son rôle obscur, occulte, est à peine balbutié le jour de la projection. Et c'est pourtant lui l'âme de tout. Un cinéaste est souvent idéaliste, un assistant doit réaliser un rêve, rôle périlleux. En 1934, selon Jacqueline Lenoir dans Cinémonde, je la cite, « C'est un emploi délicat. Il est faux du tact, de la discrétion, de l'énergie. » J'ai choisi cette citation comme titre de ma présentation. Et non seulement une grande connaissance du métier, mais aussi d'être psychologue. Ai-je besoin de vous dire que très peu d'assistants savent et veulent comprendre l'utilité de leur métier. Ils vivent jalousement dans l'ombre du metteur en scène, eux qui ne le sont pas encore. Je sais qu'il y a très souvent peu de collaboration entre le metteur en scène et son assistant, pourtant lorsqu'elle existe, le travail s'en ressent et devient plus facile pour tout le monde. Fin de la citation. Les assistants réalisateurs souffrent-ils vraiment de n'être pas assez reconnus ? Je finirai mon exposé en ouvrant sur cette question et en l'abordant sous deux angles, les salaires et la reconnaissance. Les quelques exemples à propos des salaires ne peuvent pas être représentatifs. Il faudrait que je creuse plus pour comparer davantage de cas. En revanche, les conventions collectives des années 30 permettent sans doute de se faire une meilleure idée de leur statut dans l'équipe. Qu'en est-il dans ces conventions, donc ? En 1937, le premier assistant metteur en scène est en deuxième position après le metteur en scène, donc dans la liste, mais c'est pas le deuxième salaire. Enfin, en tout cas, non, pas pour celle-là, on ne sait pas, pardon, puisqu'en fait, c'est écrit contrat particulier, comme pour le metteur en scène, et comme aussi le décorateur et le directeur de production. C'est en 1938 que j'ai un premier exemple de salaire. Dans un article de la revue Pour vous, il est 5e sur 15, donc dans le premier tiers. Et devant lui, il y a le décorateur, le chef opérateur, le second opérateur et le maquilleur-coiffeur. Pour comparaison, donc il n'y a pas de salaire de régisseur, mais la script, elle, est payée 5 000 francs par semaine et l'assistant 14 000 francs. Dans la convention collective de 1939, il est toujours à la deuxième place, donc proche du metteur en scène, mais toujours 5e en termes de salaire, derrière les mêmes métiers que je viens de citer, avec en plus, il y a un métier en plus, je l'ai noté, je vais le retrouver, le monteur, voilà. Il a le même salaire que l'opérateur documents et voyages, et l'assistant décorateur. Donc pour comparaison, la script girl est payée 1 000 francs par semaine et le régisseur général 1500, entre 1500 et 2000, et c'est aussi 1500 francs pour l'assistant. Au-delà du salaire, il y a la reconnaissance du nom et du travail. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, les noms des assistants sont cités dans la presse, y compris quand les articles sont accompagnés de photos. Donc on l'a vu pour Éliane Taillard. C'est aussi le cas ici, par exemple, en 1924, avec l'assistante de Germaine Dulac qui s'appelle Madame Malville, qu'on retrouve d'ailleurs de manière récurrente dans la presse. Et en 1924, il s'agit de Monsieur Cavalcanti. Donc on peut lire, vous pouvez voir, donc il y a les noms qui sont affichés. Le nom des assistants peut même figurer dans les publicités au moment de la sortie des films.
Ici, par exemple, hop, on le voit. Et encore ici, en 1925, il est sur la page de droite, Henri Chaumette. Dans les documents du Syndicat général des travailleurs de l'industrie du film de 1939, l'article sur la publicité précise d'ailleurs que les assistants metteurs en scène sont dans la liste des noms qui doivent figurer au générique et sur les programmes de présentation du film. Membre à part entière de l'état-major, l'assistant réalisateur semble s'imposer sur les tournages au moins des longs métrages de fiction, nécessitant plusieurs décors, de la figuration, etc. Donc peut-être des grosses productions, au moins dès la fin des années 10. Ces missions sont de nature diverse, allant de la collaboration au découpage et au montage, en passant par des tâches qui semblent récurrentes. Les repérages, l'embauche et la gestion de la figuration, mais aussi d'autres tâches où l'assistant réalisateur est amené à remplacer le réalisateur. Cela signifie surtout l'extrême proximité, la confiance et la connaissance intime que peut avoir un assistant du projet porté par un metteur en scène, se servant ainsi de leur grande polyvalence et adaptabilité pour un rôle devant faire preuve de connaissance cinématographique globale et de sang-froid. Ces compétences multiples, à une époque où beaucoup se forment sur le terrain, sont aussi révélatrices d'une puissance de formation dans l'optique d'occuper un jour des postes à responsabilité, et notamment celui de réalisateur. Nous avons aussi vu des exemples d'assistants pouvant exercer d'autres métiers sur le même tournage. Cette polyvalence peut se manifester d'une autre manière. En effet, un assistant peut avoir plusieurs métiers sur un tournage. J'ai évoqué tout à l'heure Raymond Payel. C'est aussi le cas ici sur les tournages de Jean Epstein avec monsieur Christiani, Jacques Christiani. Le métier d'assistant réalisateur, à une période de l'histoire du cinéma où des rôles se créent et se cristallisent, possède des liens avec la production comme avec la réalisation, comme d'autres métiers, la script girl et le régisseur. C'est un rôle où se concentrent surtout des enjeux de formation. Avec une reconnaissance en demi-teinte, ce membre proche du metteur en scène marche-pied vers ce Graal, indispensable à la production, connu du public, mais au service de sa hiérarchie, dont le salaire rend compte de son statut qu'il incorpore dans l'état-major du plateau. Merci à toutes et à tous pour votre attention.